Avec nous cette semaine sur le plateau d'Ushuaïa-le-Mag, Vincent Calbeau. Bonjour Vincent. Bonjour. Vous êtes architecte, mais on va le voir dans quelques instants. Vous avez d'autres cordes à votre arc. Vous sortez ce livre, ce très beau livre, Fertile Cities, les villes fertiles. C'est à la fois des projets que vous avez déjà créés, qui existent, et puis des projets qui sont des maquettes ou des dessins. Et on voit l'inventivité, la créativité de votre travail. Comment a démarré l'idée de végétaliser les villes? Parce qu'un architecte, après tout, ça construit des collèges, des immeubles, ça se contente d'empiler des briques, de mettre des fenêtres et de mettre un ascenseur. Je synthétise un peu, mais oui, comment vous avez développé ce projet beaucoup plus global? À la base, la ville contemporaine est basée sur l'étalement à l'horizontale qui est hyper énergivore. Et donc, la nouvelle génération d'architectes dont je fais partie, la génération Y, la génération qui a grandi avec le Grenelle de l'environnement, a été sensibilisée par le dérèglement climatique. Et donc, on a voulu inventer la ville intelligente de demain. La ville qui fonctionne comme un écosystème, qui est capable de transformer ses déchets en énergie renouvelable et de faire en sorte de fonctionner sur elle-même. En fait, c'est véritablement une ville qui peut répondre à la crise du logement et qui peut assurer la transition énergétique pour construire une ville post-carbone, post-fossile, post-nucléaire. Alors, je veux qu'on parle des nouvelles villes, celles que vous créez de toutes pièces, mais à Paris, par exemple, on ne va pas raser les immeubles haussmanniens, il faut vivre avec cet urbanisme. Comment vous insérez de la verdure? Comment vous mettez de la respiration dans ces immeubles? En 2014, nous avons développé le projet Paris Smart City 2050, qui est un projet effectivement qui vise à rapatrier la nature au cœur de la ville pour principalement lutter contre ce qu'on appelle l'effet d'îlot de chaleur urbain. Cet effet d'îlot de chaleur urbain fait que Paris est complètement imperméable, complètement minéral, et du coup on a 5 à 8 degrés en plus par rapport à la campagne. C'est ce qu'on entend tout le temps, hein. Quand on est à Paris, il fait plus chaud. Du coup, la nature permet justement de venir bioclimatiser passivement l'ensemble de la ville, et on propose la construction de ce qu'on appelle des tours à énergie positive qui produisent plus d'énergie qu'elle en consomme, que cette énergie soit électrique, calorifique ou même alimentaire, et qui mise sur la solidarité énergétique. Donc le but est de dire, on va garder tous les bâtiments haussmanniens qui sont magnifiques, et on va construire des tours qui produisent l'énergie qui est redistribuée dans ces bâtiments haussmanniens pour faire en sorte finalement que la ville se transforme en un Internet de l'énergie où chaque corps de bâtiment se redistribue sa production et sa consommation en temps réel. Donc il faut à la fois faire cohabiter ces immeubles haussmanniens avec des tours qui vont venir rééquilibrer et créer quoi, de la verdure, une respiration. C'est ça l'idée, c'est de faire cohabiter le moderne et l'haussmannien. L'idée, c'est vraiment de dire que le baron Haussmann a reformaté la ville il y a à peine 2 siècles pour faire en sorte que la ville assure la mutation des générations futures en fonction des modes de vie. Et que finalement, ici, en 2015, il faut assurer une ville post-fossile et que cette ville doit effectivement travailler avec l'ancien et trouver justement cette juste symbiose entre le couple homme-nature. Comment réagissent aujourd'hui les élus, ceux à qui vous apportez ces projets? On voit les débats autour des tours à Paris. C'est compliqué. Là, vous nous dites qu'il faut faire des tours dans Paris. Comment on fait? Effectivement, en 2014, il y a eu un grand débat autour des tours et même de l'architecture contemporaine à Paris, où finalement, on sent qu'en France, il faut bien se l'avouer, on est devenu complètement craintif et on a du mal à considérer l'avenir comme porteur d'espoir et de progrès social pour l'ensemble de la collectivité. Mais il faut savoir aujourd'hui que l'architecture, l'urbanisme est un médium formidable à travers l'audace, à travers la création, pour venir proposer vraiment des modes de vie éco-responsables qui sont en adéquation avec l'évolution économique de la ville d'une part et le respect de l'environnement. Donc oui, aujourd'hui, il est possible d'inventer un Smart Paris, un Paris intelligent de demain, qui puisse concilier finalement l'économie et l'environnement. Il n'y a pas un peu d'utopie quand on invente un Paris post-carbone où on réduirait de 75% ses émissions de gaz à effet de serre? Pour ceux qui nous regardent, on dit c'est impossible, c'est intenable. C'est possible techniquement? L'utopie est absolument nécessaire dans notre société. Même si on est dans un carrefour de crise écologique, de crise économique et même de crise politique, il est urgent de rêver la ville. Comme disait Eleanor Roosevelt, le futur appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves. Et donc nous, en tant qu'architectes, on veut dresser des ponts entre la recherche fondamentale en laboratoire et la recherche appliquée en industrie. Vous êtes chercheur aussi finalement. Effectivement. Et donc on ne veut plus construire des bâtiments inertes qui sont obligés de se raccorder au réseau pour fonctionner, mais on veut créer des bâtiments métaboliques qui assurent la transition finalement d'une économie urbaine linéaire qui produit, qui consomme et qui jette, à une économie urbaine circulaire qui fait en sorte que tout ce qui est produit, consommé, soit recyclé et recyclable à l'infini. Alors il y a 3 projets importants, Port-au-Prince, Haïti, Le Caire, Taipei. Concrètement, pourquoi aujourd'hui Paris n'est pas pilote sur ces projets? Pourquoi c'est si compliqué?
Paris n'est pas pilote, effectivement, en termes de bâtiments intelligents qui sont dessinés à partir des données bioclimatiques et qui intègrent les énergies renouvelables. Effectivement, en tant que jeune architecte, nul n'est prophète en son pays, donc on travaille principalement dans les pays émergents où on essaie de faire nos preuves, également avec une nouvelle génération d'investisseurs qui, comme nous, ont été sensibilisés à ce dérèglement climatique et qui veulent construire les bâtiments du futur en ne copiant plus les modèles anciens. Alors Vincent Calbeau, pour ceux qui nous regardent, je vois du concret, des exemples concrets. Qu'est-ce qu'on met dans les immeubles? Est-ce qu'on met des plantes? Est-ce qu'on met des jardins? Est-ce qu'on fait pousser un arbre? Est-ce qu'on végétalise les toitures? Est-ce qu'on met de l'Internet partout? Concrètement, c'est quoi? Donc un exemple concret, le projet de Gate Residence, actuellement en chantier au Caire. C'est un énorme projet de 450 000 m² qui est basé sur une multifonctionnalité. C'est-à-dire qu'on a 1000 appartements posés sur un centre commercial avec un hôtel et des bureaux. Et par exemple, toute la chaleur qui est développée dans les espaces de bureaux la journée est redistribuée en fin de journée dans les logements pour réduire de 50% la consommation énergétique du centre, sans énergie renouvelable et sans bioclimatisme. Ensuite, on intègre par exemple une canopée solaire, photovoltaïque et thermique qui produit l'électricité pour les appartements. Une canopée, c'est quoi? Au sommet de l'immeuble? Voilà, c'est une toiture qui intègre des cellules photovoltaïques créant l'électricité et des tubes thermiques qui génèrent l'eau chaude sanitaire. Donc ça, ce sont des technologies de pointe, mais on peut aussi intégrer des technologies ancestrales dans ce projet, quand par exemple les malkaf, qui sont des cheminées à vent que l'on retrouvait dans les temples des pharaons et qui permettent de ventiler naturellement tous les appartements de façon passive. Donc finalement, c'est un système de puits canadien qui permet de rafraîchir l'air extérieur qui est à 45 degrés en le faisant passer en sous-sol à 20 degrés. Et donc finalement... Donc vous mixez les technologies les plus modernes et les plus anciennes. Sans électricité, par l'intelligence de mixer l'ancien, le nouveau, de travailler avec les techniques de construction locales, on arrive vraiment à faire finalement un bâtiment qui économisera 70% de sa consommation énergétique. Juste une dernière question, je vais pas revenir toujours sur Paris, mais cette tour triangle, ce qui peut être un projet intéressant pour vous, vous semble intéressant ce projet, justement pour appliquer votre modèle? Oui. Je considère qu'en tant qu'architecte et même en tant que Parisien, nous ne sommes pas des conservateurs d'un musée à ciel ouvert. On appelle ça la muséification ou la disneyfication de la ville, où finalement on a un quartier d'affaires monofonctionnel à la Défense, on a des banlieues ghettoisées à l'extérieur de Paris et on a un centre-ville intouchable. Avec des monuments historiques, quoi. Il faut que, effectivement, chaque génération marque son époque par la construction de bâtiments intelligents. La Tour Triangle est un projet très intéressant qui doit marquer son époque. Elle intègre pour le moment principalement des espaces de bureaux. Si elle pouvait intégrer un peu plus de services à la personne et un peu plus de biotechnologie pour la rendre intelligente sur le plan énergétique, ce serait un fabuleux projet qui projetterait Paris véritablement dans le 21e siècle, comme l'a fait Londres depuis maintenant une décennie. Oui, Londres est en avance comparé à Paris. Vous êtes un optimiste ou vous avez l'impression que tout va trop lentement par rapport évidemment aux questions de climat et d'émissions de gaz à effet de serre? Donc, je suis un grand optimiste, toujours très impatient, et je pense effectivement que ce carrefour de crise où nous nous trouvons finalement est une époque formidable, car notre challenge, c'est de transformer toutes les contraintes dues au dérèglement climatique en opportunités pour inventer des nouveaux modèles de ville et pour inventer de nouveaux modes de vivre ensemble. Une dernière question, on voit que dans votre livre, il y a aussi des modèles de ville qui viennent sur la mer. On l'a vu notamment au Moyen-Orient, à Abu Dhabi notamment. C'est aussi un modèle de développement possible de la ville sur la mer, alors que la mer, on le sait, gagne sur la terre doucement. C'est ça aussi la ville de demain? Effectivement, le but de l'architecte, c'est de travailler sur la ville de demain. On sait que suite au dérèglement climatique, il va y avoir une montée des océans de plus ou moins 1 mètre, engendrant la disparition des terres d'1% en Égypte, de 7% aux Pays-Bas, de 17% au Bangladesh et jusqu'à 80% de l'île de Kiribati. Et donc, par exemple, on a développé le projet Lillipad, qui est une ville flottante, autosuffisante en énergie, qui est destinée à abriter ces futurs éco-réfugiés, ces réfugiés climatiques dont la terre va disparaître ou va être complètement salinisée. Et donc, ils n'auront plus de terre agricole. Et effectivement, on fait face à des défis alimentaires où on propose aussi pas mal de nouveaux prototypes pour construire des fermes verticales qui viennent rapatrier l'agriculture au cœur de la ville. C'est la science-fiction. En venant étager des champs d'agriculture, des vergers communautaires au cœur de la ville. Pour nous, ce n'est pas la science-fiction, c'est de l'utopie concrète que nous sommes en train de mettre en œuvre d'ici les 2-3 prochaines décennies. Un tout dernier mot, le financement. Vous avez besoin de financement public ou ce sont des financements privés? C'est une vraie question. Quand vous construisez à Port-au-Prince, par exemple, on s'engage sur ce genre de projet, ça coûte très cher. Comment ça marche?
Actuellement, la démocratie participative nous offre des nouvelles opportunités de financement. Effectivement, soit nous travaillons avec des investisseurs privés qui sont des visionnaires, ou nous travaillons par exemple sur des modèles de crowdfunding, où finalement, tout comme on l'a fait dans la musique, on peut sponsoriser, par des méthodes de microdons aussi par exemple, des opérations architecturales et urbaines qui sont destinées à proposer des nouveaux types d'habitats à ceux qui ont subi des catastrophes climatiques ou des tremblements de terre, comme par exemple la ville de Port-au-Prince. Donc les citoyens sont prêts et peuvent abonder et vous aider à développer vos projets. C'est ce qui est génial dans notre génération, c'est que finalement tout le monde peut participer à l'invention de nouveaux modèles. Merci Vincent Calbeau, j'étais ravi de vous rencontrer parce que vous êtes architecte visionnaire, on a vu beaucoup de très belles images. Je remontre ce livre, Fertile Cities, c'est un très beau livre avec à la fois des projets très concrets qui existent et puis des maquettes qui font rêver, et vous nous dites que ce n'est pas de la science-fiction et que ça peut être mis en place dans quoi, dans 30 ans, 20 ans? Dès maintenant. Dès maintenant. C'est ce qu'on essaie de prouver par nos chantiers à Taïwan, au Caire ou à Haïti. Merci Vincent Calbeau d'être venu sur